Bonjour mesdames et messieurs, donc soyez les bienvenus pour cette table ronde vous avez l'immense privilège, je dois le dire, et nous avons l'immense privilège d'accueillir des personnes qui ont connu de près, c'est le moins qu'on puisse dire, Joséphine Baker, et puis deux auteurs qui ont fait un splendide travail, que vous pourrez d'ailleurs vous faire dédicacer tout à l'heure, un roman dessiné. Donc Catel et Muller, je vous présente et je vous demande de les applaudir. Jean-Claude Bouillon-Baker et Brian Baker. Tu dis Baker, je dis Baker. Oui, alors, non, je termine de présenter, et Michel Barbier, donc, qui est notamment fondatrice du Gala de la Presse et qui était la secrétaire particulière, la dernière secrétaire particulière de Joséphine Baker. Donc, j'ai évoqué, absolument. Donc, évoqué qui travaillait avec Catel et qui, à tous égards d'ailleurs, puisque qui étaient. Présentez-vous. Voilà. Bonjour, Catel est dessinatrice de bande dessinée. Je suis scénariste de bande dessinée. Avec Catel, nous avons travaillé, grâce à Jean-Claude, mais peut-être qu'il reviendra là-dessus, sur une biographie en bande dessinée de Joséphine Baker, donc une enquête qui a duré entre 3 et 4 ans et qui nous a mené évidemment aussi au Milan sur les traces de Joséphine Baker et de la tribu arc-en-ciel. Absolument, et que vous pourrez trouver tout à l'heure à la librairie et qui est franchement formidable. Alors, le thème de cette table ronde, c'est la tribu arc-en-ciel, une utopie devenue réalité. Mais avant de savoir si elle est devenue réalité, j'ai envie de vous poser cette question à Brian et à Jean-Claude. Qu'est-ce qu'était l'utopie de votre mère dans son désir? Bonjour à toutes et à tous d'abord. Non, tu sais, je pense pas elle a pas fonctionné intellectuellement dans le sens de l'utopie. Elle a fait les choses naturellement, instinctivement, avec la générosité du cœur qu'on lui connaît aujourd'hui, que tout le monde reconnaît. Et voilà. Mais je pense que fondamentalement, en elle-même, elle avait ce désir puissant, puisqu'elle n'avait pas pu avoir d'enfant, déjà d'en adopter. Et tant qu'à faire, au spectacle du monde, tu veux, déchirement entre les êtres, elle s'est aperçue que finalement, et ce qu'elle dira très souvent dans sa vie, et c'est en m'apercevant de la soi-disant entente entre eux. Elle était ironique, évidemment, il y avait là-dessus, et elle disait, bon, j'ai décidé d'adopter de tout petits enfants pour montrer un exemple de la fraternité. Tu vois, c'est des mots très simples, en même temps très profonds, et qu'elle voulait porter jusqu'au bout, et qu'elle allait porter jusqu'au bout à travers ce dernier, tu te parleras tout à l'heure certainement, ce merveilleux projet qu'on a un peu découvert dans toute son ampleur, ce collège de la fraternité qui était beaucoup plus qu'un collège, et jusqu'au dernier moment ici, sur cette terre d'élection, eh bien, elle avait nourrissé ce projet humain, et je dois dire que c'est ce qui portait, c'est ça. Oui, mais dans une interview, elle, qui est dans le documentaire, hein, et elle dit clairement qu'elle veut montrer que c'est possible. Donc il y a quand même que c'est possible de réunir des hommes et des femmes venus de tous les horizons, avec des parents ayant des religions différentes, et d'arriver à les faire grandir ensemble sans haine. Oui, bien sûr, c'est le principe même, la base de tout, mais en même temps, est-ce que cette expérience singulière, unique en son genre, ce jour en tout cas, allait fonctionner telle qu'elle le préméditait ou qu'elle en avait... Bon, c'était... Évidemment, on ne savait pas, mais c'est pour ça que je pense qu'elle a eu l'intelligence et l'instinct d'adopter des enfants tout petits, qui prendraient le temps de vivre ensemble. Par exemple, moi, je suis arrivé,
Je suis arrivé par train de l'assistance publique. J'allais avoir 2 ans. Mon frère, qui parlera de son exemple, lui est arrivé plus tôt encore, je crois, juste après, pendant la guerre d'Algérie. Donc il avait 6 mois, parce qu'on le voit dans les bras de maman. Bon, enfin, je veux dire par là que finalement, ça gommait beaucoup de choses. Et les recherches ultérieures sur l'origine des uns et des autres, mais bon, finalement, c'est quelque chose d'intime, tout simplement. Je pense pas que beaucoup d'entre nous l'aient fait. Quelques-uns ont retrouvé leurs parents, leur ont pardonné. C'est des histoires tout à fait particulières. Et il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Voilà. Brian ? Est-ce que ça marche ? Bonjour à toutes et à tous. Je reviens d'abord sur Laurent. Je reviens sur Baker. Pourquoi Baker et pas Baker ? Puisque ma mère est américaine, normalement, évidemment, son nom se prononce à la base à l'américaine. Mais elle-même reprenait, c'est arrivé plusieurs fois, notamment, je me souviens d'un journaliste qui allait l'interviewer, il y a une dame qui s'est approchée et qui a dit Madame Baker, est-ce que je peux avoir un autographe? Est-ce que je vous ai vu à l'Olympiade? Et le journaliste a corrigé la dame en disant il faut prononcer Baker. Et là, ma mère l'a repris en disant non, je préfère à la française, donc je préfère qu'on m'appelle Madame Baker à la française parce que je suis devenue française. D'où le maintenant Baker et non pas Baker. Je reviens là-dessus. Tu as raison. Sinon, Jean-Claude a répondu à peu près... Oui, mais je voudrais avoir ton point de vue. Bah, écoute, moi je dirais, Jean-Claude a quand même pas mal résumé la chose. Ma mère, ma mère, d'abord, elle a un fort désir de maternité, hein, on est bien d'accord. Et ça, c'est une chose, donc d'avoir beaucoup d'enfants. Si possible, de toutes les couleurs. Bon, il s'avère que au Maroc, elle a été soignée, elle a fait une septicémie, enfin, elle a été soignée, mais elle a failli mourir. Elle est restée plusieurs mois à l'hôpital, elle a subi plusieurs interventions, et donc, par la suite, on lui a appris qu'elle ne pourrait pas être maman, après ce charcutage, si je puis dire, parce que c'est pas terrible à l'époque, pendant la guerre, au Maroc. Et là, je pense que, évidemment, ça lui a fait un choc, mais de toute façon, elle aurait voulu avoir beaucoup d'enfants. Alors même si elle avait eu 1, 2 ou 3 enfants biologiques, elle aurait sûrement adopté des enfants de toutes les couleurs, de toutes les origines. Et beaucoup, elle voulait un peu comme une maman à l'italienne, avoir une grande famille. Alors ça, c'est une chose. Et par contre, elle pouvait pas avoir 12 maris, hein. Faut pas. Donc, on est bien d'accord. Et oui. Elle en a eu quelques-uns. Oui. Faut dire les choses. Oui, mais bon, elle s'est arrêtée à 3. 4. 4, oui, 4. Oui, 4, mais il y en a un, il a duré très peu de temps, donc je ne le compte pas vraiment. Bon, bref. Et du coup, ça, c'était une chose. Et de l'autre côté, alors comme Jean-Claude disait, je pense qu'instinctivement, elle s'est dit, en plus, en dehors de ce désir de maternité, en plus, si j'ai une grande famille avec des enfants de toutes les origines, je vais créer ma petite ONU familiale. Voilà, ça c'est intéressant. Qui démontrera au monde entier, à la hauteur de mon expérience familiale, que ça n'est pas une utopie, mais mon idéal de fraternité universelle est possible. Oui, donc vous aviez quand même un rôle de représentation, un peu. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu m'as réveillé. De représentation, oui, on l'a toujours été en représentation. On l'est encore, là, tu vois. Non, mais je veux dire par là que Joséphine Baker, maman, ma mère, était très sourcilleuse de ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été... Moi, je préférais me fondre dans l'anonymat, des fois, hein, mon frère aussi, enfin bon... En randonnion, suivre toujours par mont et par voie, et surtout à l'étranger, pour représenter sa tribu arc-en-ciel, justement. Bon, il y a eu des moments extraordinaires, on l'a écrit dans nos livres, hein, on rencontre des personnalités incroyables. Bon, mais je dois dire que quand tu es enfant, tu préfères disparaître, tu sais, souvent.
Cela étant, elle n'était pas toujours là, maman. Elle partait en tournée, des tournées harassantes, elle revenait, elle repartait. C'était pas commode comme aujourd'hui. Il fallait faire trois avions différents, etc., etc. Plus les soucis qui s'amoncelaient sur la terre des Milandes et sur des années comme ça jusqu'à la fin. Et ça a été très dur à la fin, quoi. Mais jusqu'au bout, vous voyez, dans ce théâtre, elle a fait des conférences contre le racisme, jusqu'au bout. Tout à fait. C'est-à-dire que cette ferveur comme ça, comme quelqu'un qui sait qu'il va être sacrifié quand même quelque part sur sa terre, mais qui est fidèle à ses convictions et à ce qu'elle est profondément. De toute façon, c'est une femme qui a toujours placé son idéal avant son intérêt. Est-ce que vous l'avez ressenti comme tel, Michel Barbier ? Oui, je crois que vraiment la formulation est exacte. Parce qu'elle aurait pu se contenter d'être une vedette et puis de vivre de ses droits d'auteur ou des droits d'interprète et puis de continuer sa carrière. Or, elle a voulu mettre effectivement son idéal avant tout. Je crois que c'est pendant la guerre que sa personnalité a vraiment changé. Pendant la guerre, elle a pris vraiment conscience. Elle est devenue une autre personne. C'était fini les années folles, c'était fini les grandes frasques, etc. Elle avait pris conscience d'abord son implication pendant la résistance. Et puis, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme était devenue quelque chose de primordial. Il ne faut pas oublier qu'elle n'était pas tout à fait noire. Elle était café au lait. C'est-à-dire que, de toute petite, elle était considérée comme trop blanche par les uns et trop noire par les autres. Donc elle a pris conscience de l'absurdité fondamentale du racisme. Et elle en a fait une lutte. Tant que j'étais avec elle, c'était presque une obsession. L'obsession, c'était aussi de créer ce village de la fraternité universelle pour réaliser ce qu'on appelle une utopie, pour revenir au thème, si vous voulez, d'aujourd'hui. C'était une utopie. Est-ce que c'était une utopie ou est-ce que c'était un exemple ? Vous savez, toutes les grandes avancées dans la vie partent d'utopie. Et ensuite, c'est aux autres de savoir, de le passer au stade de la réalisation ou pas. Elle a montré un exemple. Très bien. Vous savez, j'ai vécu pendant 35 ans dans le monde du cirque. Qu'est-ce que ça vient faire, le cirque, là-dedans ? Eh bien, le plus grand dresseur du monde, qui s'appelle Gunther Goebbels-Williams, a mis dans une même cage des éléphants, des tigres et des chevaux, c'est-à-dire des animaux qui ne se supportent pas dans la nature. Il l'a réalisé, c'est un exemple. Est-ce que ça veut dire que tous les animaux du monde vont se regarder avec des yeux doux, que les tigres vont faire copain-copain avec les chevaux? C'est pas vrai. Ça dépend d'eux. Et là, l'exemple de Joséphine, elle a montré un exemple, mais c'est aux autres de la réaliser. Et ça, c'est une autre responsabilité. Et je crois que c'est pour ça qu'elle voulait faire ce... Tout à fait. Elle vous montrait que c'était possible. Mais elle précise toujours dans les entretiens qu'elle a donnés que c'est tout sauf simple, qu'il faut faire des efforts pour aller les uns vers les autres, parce que effectivement, nous sommes différents. Donc, qu'a-t-elle évoqué? Pardonnez-moi, je vous appelais comme ça, c'est plus simple, c'est comme ça qu'on vous appelle de toute façon. Quel regard portez-vous sur cette question? À votre avis, est-ce que l'exemple de Joséphine Baker est devenu quelque part une réalité qui est exemplaire aujourd'hui? Il n'y a qu'une réponse, c'est oui. C'est un immense exemple, et d'ailleurs, on est là pour ça aujourd'hui, ça arrive à ça. Et c'est vrai que quand on a rencontré Jean-Claude, on connaissait un peu la vie de Joséphine, on avait déjà pensé à le faire en bande dessinée, mais moi je me sentais pas, par exemple, légitime en tant que femme blanche européenne de parler de cette américaine noire venue des ghettos pour s'installer en France. Et là, Jean-Claude m'a dit, mais tout le combat de ma mère était de ne pas voir les couleurs, justement. Ouais. Elle ne voyait que le talent. Alors là, quand on nous parle comme ça... C'est parler aux femmes. Hein. Mais alors, toute l'utopie que nous, on a eue, c'était de vouloir raconter l'histoire de cette femme en bande dessinée en un livre. Et puis, on s'est rendu compte tout à coup de l'immensité du sujet qui nous avait complètement dépassés. Et
ce qu'on devait normalement faire en quelques semaines, mois avec Jean-Claude, eh ben, c'est devenu quelques années. On est venu ici au Milan, on a dessiné, on a retrouvé d'ailleurs, le château était déjà repris par Angélique, mais ici, le cabaret, tout était en ruine. Et Jean-Claude a pu nous faire tout visiter et on a pu réaliser ce qu'était la vraie utopie de Joséphine, de faire ce village du monde. On a compris en fait son propos et on n'aurait jamais compris si on n'était pas venu sur place, dessiner, prendre des notes, comprendre le fond en fait de son combat. Parce qu'au-delà de ses enfants et de cette adoption de ces 12, la tribu Arc-en-Ciel, elle voulait faire un village du monde. Oui. C'est très intéressant. Vous pouvez nous en parler, justement, que ce projet qui était de dépasser du moins, s'ajouter au projet de la tribu Arc-en-Ciel, ici, quelle était la réalité qu'elle voulait faire émerger, cette université de la fraternité universelle? Alors pour nous, c'était extrêmement abstrait, cette idée de village de la fraternité, cette idée de tribu arc-en-ciel, jusqu'à ce qu'on rencontre Jean-Claude, qui nous fasse toucher du doigt cette réalité, ses frères, sa sœur, et puis venir ici, au Milan. Parce que ça, c'est au-delà de l'adoption de ces 12 enfants sur le temps, c'est aussi construire ce village. On est quand même en train de parler de la fin... on est en train de parler des années 50, ouais. C'est-à-dire une époque où les transports, même si les transports en Périgord peuvent toujours être un peu lents et périlleux, on est quand même à une époque où le tourisme n'est pas aussi développé que ça, et que c'est plus que du tourisme qu'elle essaye d'installer ici. C'est effectivement... c'est pouvoir communier dans les arts, dans la musique, ici, au Milan, en dessous du château. Mais ça va plus loin que ça. Et un objectif philosophique. Et avec un objectif philosophique, c'est effectivement ce fameux collège de la fraternité. On sait qu'à la fin des années 60, elle ne pourra pas aller aussi loin qu'elle le voulait dans son projet, parce que... Pourquoi elle tourne autant? C'est parce qu'elle doit gagner de l'argent pour arriver à financer cet immense projet. Elle est... Oui, Jean-Claude va bientôt nous quitter parce qu'il a un... Jean-Claude, je vous donne le secret, Jean-Claude doit nous quitter. Donc c'est vrai que tu me dis quand tu pars, tu regardes ta sœur. Tu veux parler, Marianne? Vous avez ici Marianne Bouillon-Becker, que vous pouvez applaudir. Stand up, Marianne, stand up. Eh bien, Marianne, si tu veux... Quand Jean-Claude part, tu peux prendre sa Marianne, je suis obligé place. de partir. C'est pour ça que je te faisais ainsi. Tu comprenais pas? Ah ben voilà. Marianne, si vous voulez bien monter sur scène. Mais attends, 5 minutes quand même. mais non, mais 5 minutes. Je te disais que je vais partir vite. Viens, Marianne, viens prendre ma place. Non. Joséphine Baker. Encore dit Becker. Vas-y. Quoi? Marianne, alors, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter sur est-ce que vous avez ressenti, vous, ce rôle de représentation dans lequel vous étiez? Vous deviez être une famille exemplaire, vous deviez être une famille qui représente cet idéal de la tribu Arc-en-Ciel? Déjà, tout enfant, tous les dimanches, il y avait une foule compacte qui était... devant les grilles du château. Et nous, tout petits, maman nous amenait dire bonjour aux gens. On ne comprenait pas pourquoi. Et on était un peu réticents. Il lui a fallu beaucoup de temps pour qu'on comprenne qu'on était vraiment un vrai symbole et ce qu'on représentait. Parce que nous étions des enfants qui pensions comme des enfants. Ça veut dire, bon, il est noir, il est jaune, il est rouge, on s'en fiche. On est frères et sœurs, c'est tout. Et je pense que cet impact-là, nous l'avons ressenti plus tard, parce que plus nous avons grandi, plus nous avons appris un peu de sa petite enfance, de ce qu'elle avait vécu, de cette histoire de racisme effrayant aux États-Unis, et on s'est dit, ah bah oui, c'est pas toujours aussi facile que ça. Ouais. Voilà. Brian, tu parles souvent du fait que quand vous vous promeniez, c'était pas évident d'être arrêté dans la rue parce que justement vous étiez une famille symbole et raconte-nous ça si tu veux bien. Oui, ben Jean-Claude aurait déjà touché un mot. Genre quand on est gamin, on a envie d'être normal, comme les autres, les copains, les copines, les familles normales. Et il est évident que nous, par exemple, en Périgord, mais aussi à Paris,
on va aux Galeries Lafayette, ça ne va pas se passer normalement parce que on est une grande famille, il y a notre maman qui est célèbre, tout le monde nous pointe du doigt, enfin, il y a Joséphine Baker d'abord, Baker, et puisque tu as encore dit Baker, hein, mais c'est évident, mais surtout, c'est toute sa famille, là, de toutes les couleurs, regarde le petit Indien, le petit avec la kippa, et nous c'est, non, c'est la honte, etc. Donc des fois, même avec Jean-Claude, il nous arrivait, parce que dans les avenues, les rues également, ma mère a quand même fait le coup aux Champs-Élysées, on traverse avec elle c'est la maman en poule, on traverse les Champs-Élysées, et à un moment, le feu passe au vert, et évidemment, on est à Paris, et les gars, ils sont prêts à démarrer, et ma mère, qu'est-ce qu'elle fait au milieu des Champs-Élysées, devant tout le monde? Elle écarte les bras en avant, elle fait « Pas touche à mes enfants, écrasez-moi si vous voulez, mais pas mes enfants !» Et nous, on est là, la honte, on se fait... Parce que les automobilistes, ils la reconnaissent. Ils font, c'est Joséphine Baker. Et donc, du coup, avec Jean-Claude, on a fait, on marche 20 mètres en avant. Nous, on connaît pas le reste de la famille. Nous, on n'est pas avec, voilà. Ça, voilà. C'est pas facile d'être une utopie vivante. Surtout quand on est gamin. Oui, absolument. C'est ça le truc. Absolument. Michel Barbier, est-ce que vous avez été témoin de moments où Joséphine a dû arbitrer justement entre ce fameux désir qu'elle a réalisé de mettre en avant son idéal plutôt que les questions matérielles, parce que ça ne devait pas être simple pour elle de refuser des concerts alors qu'elle avait besoin d'argent. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à ses côtés, c'est-à-dire de 69 à 71, elle avait dépassé cette période qui était tout de suite après la guerre, où elle avait consacré une année entière de sa vie à la LICA à l'époque. Et là, elle cherchait, à l'époque où j'étais à ses côtés, elle cherchait des contrats pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis, elle avait quand même les 12 gamins à sa charge, etc., etc. Non, je crois qu'elle a toujours eu une très haute idée. Bien sûr, c'était son œuvre, c'était son idéal. Elle avait, à l'époque, un petit peu de mal, mais comme tous les parents du monde, à comprendre que les enfants avaient leur propre personnalité, qu'ils voulaient eux aussi exister par eux-mêmes, et elle avait un peu de mal, mais vous savez, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ma fille aussi, hein. J'avais plutôt envie de lui donner 3 claques que de l'écouter, ça c'est sûr. Elle n'a jamais donné des claques, Joséphine n'a jamais donné des claques, mais elle avait, si vous voulez, une très haute idée de son idéal, et elle était prête à sacrifier beaucoup de choses. Quand elle a perdu les Milandes, par exemple, c'était pas seulement un bien immobilier qu'elle perdait, ça elle s'en fichait un peu, c'était surtout son œuvre, sa création, c'est-à-dire le projet de faire son collège de la fraternité universelle pour que l'utopie, l'exemple qu'elle donnait, devienne réalité par les autres. Et ça, elle en était tout à fait consciente. Elle n'était pas complètement folle, hein. Elle savait bien qu'on fait quelque chose de formidable, mais si les gens ne suivent pas, ça sert à rien. Donc ça dépend des autres aussi. Et je crois que c'était vraiment pour elle quelque chose de très profond. Elle ne pouvait pas imaginer même son travail en dehors de son idéal. Tout était basé, c'était son moteur, c'était ce qui la faisait avancer, c'est réaliser son rêve malgré tout. Catel, qu'est-ce que vous avez retiré de ce travail extraordinaire que vous avez fait? J'imagine que ça vous a, en tant que dessinatrice, ça vous a marqué à jamais. De tous les romans graphiques que j'ai faits, je crois que c'est le plus fort, sur tous les plans, sur le fond évidemment, parce que ce personnage extraordinaire qu'on découvrait au fur et à mesure nous remplissait de bienveillance, de réflexion, de philosophie. Et puis, d'un point de vue aussi personnel, humain, cette rencontre avec Jean-Claude, mais alors au-delà de Jean-Claude, ça a été Brian, et puis Marianne, et puis Akio, et toute la famille qu'on a rencontrée au fur et à mesure. Et on s'est senti petit à petit un peu faire partie à notre façon de cette famille, évidemment en deuxième plan, mais ressentir vraiment tout ce qu'ils ont ressenti eux, qui nous ont raconté et qui nous racontent encore aujourd'hui,
de positif, de négatif aussi, comme il disait, parce que c'était difficile pour eux d'être en représentation. Mais ce qui est magnifique aujourd'hui, et c'est maintenant qu'on les rencontre, c'est qu'ils savent pourquoi ils ont fait tout ça. Absolument. Et ils portent en eux cette utopie que voulait Joséphine, qui aujourd'hui n'est réellement plus une utopie, qui est une réalité. Parce qu'ils sont là, ils sont tous là, ils se respectent, ils s'aiment, ils ont plus ou moins d'affinités comme dans toutes les familles. C'est ça. Voilà, avec leur caractère. Mais on voit qu'ils sont là et qu'ils sont tous respectueux de leur mère et de ce que leur a inculqué leur mère. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et ça, on le vit avec eux encore aujourd'hui, des années après que le livre soit sorti, après la panthéonisation, enfin tout ce qu'on a finalement vécu ensemble à partir du moment où Joséphine a été reconnue aux yeux du monde entier. Et aujourd'hui, ça n'est plus une utopie, c'est une réalité. Absolument. Je crois que Jean-Claude veut rajouter quelque chose avant de partir. Bien dit. Tu as tout dit. Non. Si. Je vais devoir vous quitter, je suis désolé. Hein. Ma sœur va prendre ma place. Ça va pas être facile, mais bon, on va essayer. Vous voyez, c'est une famille comme les autres. Voilà. Mais non, mais écoutez, en tout cas, vous êtes venus très nombreuses et très nombreux. C'est toujours un plaisir. Et bien moi, quand je suis sur cette scène, je ne peux pas m'empêcher de penser à une chose, c'est de maman, justement, qui chantait ici, là, devant vous. Vous voyez, pour les Périgourdins et pour les gens du monde entier. Et on peut estimer, effectivement, que sur ces 10-12 ans de 1000 ans en activité, il y a des millions de gens qui sont passés ici, parce que c'était une polyphonie de voix du monde entier. Les gens venaient pour constater ce village du monde qui était proclamé à l'entrée du village, capitale de la fraternité universelle. Vous vous rendez compte, dans les années 50, au fin fond du Périgord, je pensais que c'était une secte de doudingues, quoi, vous voyez. Si ça n'avait pas été Joséphine Baker. Et voilà, donc elle a laissé ça. Et vous voyez, ce théâtre merveilleux, eh bien c'est mon père aussi qui l'a édifié. Oui, il faut parler de Jo Bouillon. Bien sûr, on va en parler. C'est pour ça que je vais vous laisser en parler très bien, parce qu'il a posé son violon. Il a dit, je vais faire un village de rêve pour ma femme en 47, lorsqu'ils se sont mariés à la petite chapelle qui est en face du château. Et on a ce témoignage audio à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de télévision. Et c'est très émouvant, parce que je pense qu'il a quelque part, c'était quelqu'un de très connu aussi. Il avait un grand orchestre de jazz. Et il a posé son violon, et définitivement, il a mis 10 ans avec plein de corps constitués pour édifier les 1000 ans. Dans la dernière création, eh bien, cette remarquable piscine que vous pouvez aller regarder de près, en forme de J, évidemment, parce que Joséphine, c'est Joséphine, n'est-ce pas? Et Jo aussi. Oui, et Jo. Mais je veux dire, Joséphine, c'est très, très, très... Effectivement, ils avaient l'avantage d'être Jo et Jo, Joseph et Joséphine. Donc, commercialement, c'était aussi très, très, très bien, parce que partout, il y avait Jo et Jo. Mais c'est très hiératique, le portail autour du parc, du château, oui, etc. Il y a JB partout. Et donc, Jo Bouillon, Joséphine Baker, c'est les deux monogrammes. Et même dans les soupirails... absolument. Donc Joséphine a posé son empreinte partout. Elle avait quand même ce sens un peu du marketing. Marketing, non, de quelque chose d'un peu... Citizen Kane, vous voyez, un peu, il fallait rechercher un peu les clés. Il y avait des clés sur son enfance là-dessus, vous voyez. C'est aussi peut-être un apport de Giuseppe, de Pepito, qui lui a quand même... c'est pas le tailleur de pierre de Sicile qui lui a amené ça. Hein. C'est pas... entre autres, il était capitaine de cavalerie, tailleur de pierre, ambassadeur. Alors vous choisissez ce que vous voulez, c'est pas un problème. Non, mais ça a été un grand amour, le premier, en tout cas, celui qu'on n'oublie pas, et qui c'était un de ses Pygmalions et de son mentor. Il y en a eu quelques-uns dans sa vie, mais des gens extraordinairement talentueux et brillants, notamment Monsieur Henri Varna, qui avait Mogador, le Casino de Paris, et qui a coécrit J'ai deux amours. Oui, tout à fait. Donc, et que j'ai vu, moi, sur son lit de mort. Je ne sais pas pourquoi j'avais été convoqué ce jour-là. C'est mon premier mort, si j'ai l'habitude de dire. Et maman était venue, évidemment, l'embrasser. Ce sont ces gens-là qui l'ont appris aussi le métier, à descendre les grands escaliers avec des livres sur la tête pour pas rester en équilibre, etc. Donc ce sont des grands monsieur, Vincent Scotto, évidemment, et ils sont très bien énumérés dans la BD, c'est assez exhaustif de ce côté-là. Voilà, moi j'en ai presque fini. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bon voyage. Et espérons maintenant que le parc qui vient de s'ouvrir, de renaître pour cet événement très beau, et je pense que c'est un succès, va prendre cette deuxième respiration, son second souffle, qu'on nous dit, pour réaliser d'autres œuvres autour
de Joséphine et d'autres choses aussi, d'humanisme. On peut faire plein de choses au Milan. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt. Merci Jean-Claude. Bon, rentre bien. Salut mon Jean-Claude. Marianne. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote qui illustrerait justement ce qui se passait ici, alors dans la vie familiale, mais aussi dans cette vie publique que vous aviez? Une anecdote, oh là là, il y en a beaucoup, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que... Venez là, Marianne, vous serez plus proche. Ce qu'il faut savoir, c'est que vivre avec une femme comme maman, c'était pas toujours aussi simple que l'on pensait. Elle était toujours demandée à droite et à gauche, et nous, on devait suivre un peu le chemin. Et souvent, on essayait de la récupérer parce que les gens se l'accaparaient beaucoup. Il y avait deux vies. Il y avait la vie au château. Là, par exemple, quand elle arrivait, elle demandait au personnel de partir se reposer, et elle s'occupait de nous. Parce qu'elle avait un besoin vital de materner. Il faut savoir une chose, c'est que Brahim et moi, nous avons été adoptés ensemble en Algérie, et que avant de nous ramener en France, elle a eu un petit peu de temps à elle. Elle n'avait pas de contrat, elle n'avait rien. Elle avait juste nous deux. Et elle m'a dit bien plus longtemps après que ça avait été un moment formidable de maternité. Voilà. Elle était chaleureuse avec tout le monde, mais c'est vrai que nous, ses enfants, nous passions vraiment au premier plan. Alors les anecdotes, elle se faisait arrêter par la police, elle regardait le motard, elle lui disait « Vous vouliez un autographe ?» À son décès à Monaco, mon père est reçu par le commissaire de Monaco, qui lui montre une liasse comme ça de PV, interdiction de stationner, etc. Il dit, vous savez, monsieur Bouillon, votre femme était un petit peu excentrique, mais je ne vais pas vous accabler, et on met ça au feu, voilà. Donc c'était quelqu'un, elle a fait des choses incroyables. Elle ne se rendait pas compte parfois de l'impact qu'elle pouvait avoir. Ce que je retiendrai d'elle, au niveau du public, c'est que dès qu'elle voyait un enfant, elle allait le voir. Elle les prenait devant les yeux effarés des mamans, des poussettes, des landaux pour les embrasser. Les femmes étaient un peu affolées. Elle aimait les gens. Elle aimait les gens profondément. Je pense que les gens ressentaient justement cette accessibilité, cette joie, cet amour qui irradiait d'elle. Elle souriait tout le temps, tout le temps. C'était sourire à la vie. Sourire à la vie, mais c'est vraiment elle, ça. Elle souriait beaucoup. Elle était à l'écoute des autres, du plus petit jusqu'au plus grand. Quand elle rentrait dans un hôtel, dans une tournée, elle allait saluer le portier de nuit, la femme de chambre. Elle discutait des heures durant avec ces gens-là. Elle savait que c'était dur. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle n'a jamais oublié son passé de petite fille pauvre qui dormait sous la soupente des maisons en compagnie des chiens. D'où lui vient cet amour des animaux incroyable, parce que bon, ils ont été ses premiers câlins, ses premières douceurs en fait. Oui, c'est vrai. Mais elle avait, je voulais rajouter, elle avait, comme le dit Marianne, une très grande simplicité, ce qui est une qualité. On a parlé de son courage, de sa générosité, mais la simplicité, c'est pour ça qu'elle est devenue populaire. Et elle savait, comme l'a dit Marianne, d'où elle venait. Tout comme, des fois, je la compare à ce niveau-là avec un Coluche. Pourquoi ? Parce que, origine modeste, simplicité, générosité. Et générosité. Et tous les deux ont mis en action leurs idéaux. Ils n'ont pas fait que parler à la télé comme certains artistes. Et puis, dès qu'ils sortent du plateau, ils font leur caprice au niveau de la voiture, le chauffeur, le machin. Et là, bon, c'était... Mais Marianne, tu as oublié de dire, et c'est vrai, elle s'arrêtait, les landaux, etc. Elle craquait devant les bébés, devant les enfants. Et elle a fait le coup aussi... Tu t'en souviens sûrement. On doit être reçu par le maréchal Tito en Yougoslavie, qui lui propose une île, puisqu'elle a perdu les Milandes, donc carrément une île entière. Et on doit arriver à Split, donc en Croatie, enfin actuelle Croatie, Yougoslavie à l'époque. Et on est à l'aéroport de Nice, et maman, et on est une partie de la famille, elle n'a pas emmené tout le monde, on est quand même plusieurs avec elle.
elle a oublié les passeports. Oui, je me souviens. Les passeports. Alors elle fait, ah mon Dieu, j'ai oublié les passeports. Voyons, qu'est-ce qu'on va faire? Appelez-moi la direction de l'aéroport de Nice. Bon, le directeur, les gens arrivent, oui, j'ai pas les passeports, alors j'ai pas le temps, on peut pas retourner à Monaco, et il faut qu'on trouve une solution. Et ben évidemment, la direction, ils sont embêtés. Et donc l'avion ne part pas tout de suite, tout le monde est obligé d'attendre, mais elle s'excuse auprès des gens autour qui poireautent, et finalement, ils appellent la Suisse et la Yougoslavie, parce qu'on devait transiter par la Suisse, genre, est-ce que Joséphine Baker et ses enfants peuvent finalement voyager sans passeport? Eh ben, ça va être le cas. On va voyager sans passeport vers la Suisse et la Yougoslavie. C'est ça d'être une utopie. Voilà. Oui. Et une autre anecdote que vous racontez, moi, que je trouve assez symbolique, quand vous êtes en déplacement au Maroc et qu'elle vous présente, je vous laisse terminer, et qu'elle adapte un peu la réalité, on va dire. Ah oui, elle adapte. Elle m'emmène seul, petit gamin, parce qu'on est allé au Maroc des fois en famille. Il y a eu des voyages en famille, mais des fois aussi avec l'un d'entre nous dans un pays d'origine. Là, elle m'emmène gamin. Moi, j'ai l'âge et pas tout à fait le caractère du petit Abdallah dans Tintin au pays de l'or noir, mais je vais la jouer un peu comme ça, puisqu'elle me présente la famille royale du Maroc comme un petit berbère marocain. Et moi, je dis, non, algérien. Elle me regarde de travers. L'Algérie est en guerre avec le Maroc. Ouais. Alors, elle me regarde, genre, tu es fatigué, mon chéri, etc. Hein, et moi, j'insiste. Non, et devant la famille royale, je suis algérien. Non, il est très fatigué. Il va aller se coucher. Et voilà comment elle a réglé l'affaire, en me regardant, évidemment, de travers, genre... tu vas te taire, enfin, bon, voilà. Mais c'était maman qui a arrangé la sauce. Évidemment, quand on est allé en Algérie, et là, c'était avec toute la famille, là, je redevenais, évidemment, celui qui était originaire, avec Marianne, d'Algérie. Et quand il y avait aussi le voyage en Israël avec Golda Meir. Enfin, là, il est parti avec Stélina. Et Moïse. Et Moïse y allait aussi, mais pas au même moment. D'accord. Hein, c'est ça, Marianne? C'est bien ça, oui. C'est Stélina qui était avec elle. Donc vous étiez un peu des ambassadeurs quand même. Donc Oui, elle nous emmenait un peu partout, au gré du temps, etc. Par exemple, quand nous sommes partis en Yougoslavie, je devais passer mon BEPS. Elle m'a dit, tu le passeras en rentrant. Voilà, bon. J'ai dit, je ne crois pas, maman, mais elle dit, c'est pas grave. On verra ça un autre jour. C'est extraordinaire, quand même. Mais oui, mais tout était comme ça. Alors bon, chaque année, systématiquement, quand j'intégrais une nouvelle école, j'étais en retard. Je rentrais jamais le jour de la rentrée, parce qu'elle avait toujours autre chose à faire. Moi, elle m'a envoyé en Afrique. Je l'ai su exactement devant le comptoir Air Afrique. Pendant un an, je suis partie en Afrique comme ça. En Côte d'Ivoire? J'étais en Côte d'Ivoire, oui. Et alors, je suis partie. Et je suis arrivée à l'aéroport, on m'a demandé mes documents. J'avais bien mon passeport, mais le carnet de vaccination était celui de mon frère Kofi. Donc, il voulait plus me laisser passer. J'avais aucun vaccin. Et j'étais habillée comme pour l'hiver à Paris, le manteau de laine, etc., 45 degrés. J'étais en train de me consumer complètement. Et j'appelle donc ces amis qui devaient me recevoir, qui n'étaient au courant de rien. Le télégramme est arrivé 2 jours après, n'est-ce pas? Et bon, après, on a fait toutes les démarches. Mais elle n'était absolument pas consciente de ce genre de truc. Mais bon, on lui pardonnait beaucoup parce que c'était toujours avec beaucoup de gentillesse. Et puis bon, il faut dire que quand on a déjà, moi j'ai 2 enfants, je trouve ça compliqué, mais alors 12, j'imagine pas du tout. 12, on peut le dire, elle avait 47 ans quand elle a commencé la... Oui, voilà. Oui. Imaginons ce que c'est d'adopter 12 enfants à l'âge de 47 ans. Pas en une fois, en plus. Oui. Donc, Et puis avec des caractères différents, en plus des demandes différentes. Il fallait qu'elle trouve du temps pour chacun. Ouais. Bon, tant que mon père a été là, ça a été parce que papa palliait un justement, petit est-ce peu. qu'on pourrait parler un peu de Jo Bouillon? Parce mon papa. que on l'a trop peu évoqué. Alors oui, c'est pour ça que la fresque où on les réunit tous les deux était pour moi importante. Parce que souvent, il s'est effacé
pour la famille, pour maman, etc. C'était un homme très doux, papa. C'était un homme très bien élevé, qui a su à un moment donné se dire, bon, elle est comme ça, alors je l'accepte et je la laisse gérer les choses. Il a été un petit peu le paravent, le paratonnerre aussi, de tous les problèmes qui pouvaient y avoir ici au Milan. Et franchement, alors ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils se voyaient tous les deux, même après leur séparation. Elle faisait des voyages en Argentine pour voir papa et parler de nous. Nous, on n'était absolument pas au courant. Et lorsque mon père est revenu à la mort de maman, il m'a dit, tu sais, c'est la seule femme que j'ai aimée. Et je pense qu'elle m'aimait aussi, mais qu'on ne pouvait pas s'entendre vraiment. Et donc, à un moment donné, si je voulais exister, il fallait que je m'en aille. Et c'est pour ça qu'il est parti. Mais ça ne doit pas être simple de vivre avec une femme qui porte une utopie. Non. Donc, c'est une utopie de vivre avec elle. Oui, de vivre une vie normale, probablement, c'était une utopie. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Barbier ? Si vous voulez, moi je pense que tout est dit, et merveilleusement bien par les enfants, mais je voudrais simplement dire 3 choses. D'abord, Joséphine, tant que je l'ai connue, j'étais à côté d'elle, et elle me dictait, elle voulait faire une campagne de presse internationale et écrire ses 4 livres pour la fondation Joséphine Baker, qui devait construire évidemment le collège de la fraternité universelle. J'ai été frappée par son extraordinaire enthousiasme, c'est-à-dire qu'elle arrivait au bureau avec une tête catastrophée, elle était fatiguée, elle avait plein de soucis, etc. Il suffisait de rien pour lui donner de nouveau le sourire, et elle s'enthousiasmait, mais quelquefois en croyant des gens qui lui annonçaient le paradis, et avant de vérifier si c'était bien le paradis, elle y croyait déjà. Par exemple, une fois, c'est ce que je raconte dans mon livre, si vous voulez, il y a des promoteurs espagnols qui sont arrivés. Ils voulaient investir à Monaco. Bien, ils ont pris contact avec Joséphine, et puis Joséphine immédiatement a pensé que c'était pour son collège, et puis que tout l'immeuble lui serait dédié, etc. Je ne sais pas si c'était vraiment l'intention de ces Espagnols, mais ils ont disparu tout de suite. Je crois qu'ils ont été un peu effrayés par l'ampleur internationale que voulait donner Joséphine à ce projet. Mais ce qui m'a frappé, c'est cet enthousiasme extraordinaire. Oui. Elle y croyait et elle fonçait. Quand tu parlais de Sibénic tout à l'heure, Sibénic, ensuite j'ai encore des lettres d'elle où elle avait déjà tout organisé. Qui allait s'occuper de l'intendance, ce qu'ils allaient faire, que les enfants seraient très fiers, etc., etc. Et puis bon, ça s'est pas réalisé. Mais elle y croyait chaque fois, il lui suffisait de rien. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est, moi qui étais un petit peu à l'extérieur, proche, mais quand même à l'extérieur, je regardais beaucoup, j'avais beaucoup d'affection pour les enfants, qui n'étaient pas trop hauts comme 3 pommes, ils avaient même 6 pommes, et même 18 pommes, parce que ils ont pris de la barbe au menton depuis. C'est l'extraordinaire respect qu'ils avaient pour leur mère. Et ça m'avait vraiment toujours frappé. Quand on s'est revus sporadiquement, comme la vie, vous savez, on se perd de vue, et puis après on se retrouve comme dans toutes les vies, c'est toujours ce respect énorme que tous les enfants ont vis-à-vis de leur mère. Ils sont tous conscients qu'ils ont été adoptés, pourquoi ils ont été adoptés. Et une fois, Akio me disait, tu sais, maman a voulu créer une famille, elle a réussi, nous sommes une famille. Oui, et mais c'est ça que je trouve... Enfin, voilà. Je les fréquente un peu maintenant, c'est pas un secret. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, elle a réussi à faire avec vous une famille ordinaire. Même si vous êtes à la fois extraordinaire, parce que vous êtes les enfants de Joséphine, donc évidemment les enfants d'une utopie, et en même temps, vous êtes une famille formidablement unie et ordinaire, et parfois même avec ces petits tiraillements, mais c'est juste normal, et c'est extraordinaire. Ça veut dire que, pour moi, elle a réussi cette utopie-là, et elle a réussi probablement aussi cette utopie de porter ce message qui était celui d'Antoine de Saint-Exupéry: si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Ben voilà, mesdames et messieurs.